Sous le volcan de Sangandi, deux chiffres s'entrechoquent et déplacent brutalement le récit national du Burkina Faso. En quelques jours, la rumeur d'un gisement proche de 500 millions de carats transforme une histoire de pauvreté durable en promesse de prospérité soudaine, tout en ravivant les craintes de dépendance, de rivalité sahélienne et de convoitises extérieures. Que signifie pour vous le moment où Ibrahim Traoré doit trancher entre une souveraineté assumée et une dépendance déguisée, lorsque cette richesse peut renforcer l'État ou l'exposer durablement? Car derrière ces cristaux enfouis, c'est toute une trajectoire politique, économique et institutionnelle qui se rejoue à très haute vitesse. Cette séquence autour de Sangandi ne se limite pas à une découverte minière exceptionnelle. Elle pose une promesse précise et des enjeux lourds pour l'avenir du pays. Comprendre ce moment, c'est saisir comment une richesse soudaine peut soit accélérer le développement, soit fragiliser durablement un État déjà sous pression sécuritaire, sociale et budgétaire. L'enjeu central tient en peu de mots, transformer une promesse géologique en stabilité politique durable. À ce stade, il ne s'agit ni de célébrer un Eldorado annoncé, ni de prédire un effondrement inévitable. L'intérêt est ailleurs. Il réside dans l'analyse des mécanismes qui décident si une ressource renforce la souveraineté ou crée une dépendance difficile à défaire. Les expériences africaines passées montrent que l'échec ne vient pas toujours du manque de richesse, mais de la manière dont elles sont encadrées, distribuées et protégées dans le temps. Dans ce contexte, la décision à venir engage bien plus que des revenus futurs. Elle engage la crédibilité des institutions, la confiance de la population et la capacité de l'État à tenir une ligne face aux pressions extérieures. Le moment Sangandi devient ainsi un test rare, où chaque choix initial pèsera plus lourd que les bénéfices espérés. La donnée qui change tout tient en un chiffre qui circule désormais au cœur de l'État, près de 500 millions de carats. Cette estimation interne ne décrit pas une anomalie isolée, mais une formation diamantifère continue d'une ampleur exceptionnelle, rarissime à l'échelle régionale. En quelques jours, cette information referme la première boucle de curiosité. La découverte de Sangandi n'est pas symbolique, elle est structurelle et ses implications dépassent largement le site lui-même. Avant Sangandi, l'économie du Burkina Faso reposait sur une base étroite. Faible industrialisation, dépendance à l'aide extérieure et marge budgétaire limitée définissaient le cadre dominant. L'apparition d'un gisement de cette taille introduit un écart brutal entre le point de départ économique et le potentiel projeté. Ce écart transforme immédiatement les priorités nationales. Ce qui relevait hier de la gestion de la rareté devient une réflexion sur la gouvernance d'une richesse stratégique. Cette bascule s'opère dans un contexte déjà sous tension. Le pays fait face à des défis sécuritaires persistants, à une pression sociale forte et à un environnement régional instable. Dans le Sahel, chaque ressource majeure devient rapidement un objet de rivalité, de projection géopolitique et d'intérêts extérieurs parfois contradictoires. Sangandi s'inscrit donc dans un espace où l'économie, la sécurité et la diplomatie se croisent étroitement. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Il n'est pas seulement confronté à une décision économique, mais à une séquence où le tempo compte autant que le résultat. La gestion du temps, de l'information et des attentes devient un levier stratégique. Annoncer trop vite fragilise. Tarder excessivement alimente les soupçons. Entre ces deux pôles, chaque signal envoyé façonne la perception interne et externe du pays. Ainsi, Sangandi devient un révélateur. Il montre comment une richesse soudaine peut reconfigurer un État avant même d'être exploité. La question n'est plus seulement de savoir ce que vaut le gisement, mais comment ce choc initial est absorbé, structuré et transformé en trajectoire cohérente. Autour de Sangandi, les premiers effets de la découverte ne sont ni financiers ni industriels. Ils sont humains et administratifs. Dans les heures qui suivent les premières confirmations techniques, l'État déploie une présence inhabituelle dans une zone longtemps périphérique. Des équipes administratives sont envoyées pour sécuriser le périmètre, limiter la circulation des rumeurs et empêcher les ruées spontanées, souvent observées lors d'annonces minières comparables ailleurs sur le continent. Dans les villages proches du volcan,
Cette arrivée modifie immédiatement le rapport au centre politique. Des représentants publics expliquent les mesures temporaires, détaillent les restrictions d'accès et insistent sur les risques liés aux mouvements non contrôlés. Marseille, les habitants décrivent une atmosphère suspendue, faite à la fois d'attente, de vigilance et de curiosité prudente. Pour des communautés habituées à être marginalisées, cette attention précoce crée un sentiment inédit d'inclusion dans un processus national. Un agent administratif mobilisé dès les premiers jours résume la difficulté de la mission. N'a informé sans promettre, rassuré sans nourrir l'euphorie. Les réunions improvisées, parfois sous des arbres ou dans des écoles, servent à transmettre un message simple et répété. La découverte concerne la nation entière, pas seulement le périmètre de Songandi. Cette pédagogie initiale réduit la circulation de rumeurs et limite les tensions locales. Dans cette phase discrète mais décisive, la ligne défendue par Ibrahim Traoré se matérialise concrètement. La priorité donnée au cadre, à la présence institutionnelle et à la maîtrise du tempo envoie un signal clair. Avant l'exploitation, il y aura des règles. Autrement dit, la manière d'entrer dans l'histoire compte autant que la richesse elle-même. Avant Songandi, le Burkina Faso avançait dans une temporalité contrainte, rythmée par l'urgence sécuritaire et la gestion de ressources limitées. Après les premières confirmations géologiques, le pays bascule dans un autre régime de temps, plus dense, plus exposé, où chaque heure compte. L'activation commence discrètement. Les informations techniques circulent d'abord dans des cercles restreints entre géologues, ingénieurs et institutions centrales. Puis, très vite, le statut du site change. Le périmètre est sécurisé, les activités informelles suspendues, sans sac et des évaluations croisées sont lancées entre experts locaux et internationaux. Cette première phase crée un choc interne. Elle installe un rythme tendu et place l'administration dans une posture inhabituelle de coordination accélérée. Les ministères concernés multiplient les échanges. Les services de sécurité ajustent leurs dispositifs. La question n'est plus seulement de confirmer la découverte, mais de contenir ses effets immédiats. Dans ce moment d'activation, la tentation d'annonce spectaculaire est forte. Pourtant, la ligne officielle reste mesurée, presque austère. La tension monte lorsque les données satellitaires et géologiques confirment l'ampleur exceptionnelle de la formation diamantifère. Ces images, partagées avec les institutions scientifiques et administratives, agissent comme un amplificateur. Et les ambassades demandent des briefings. Les multinationales prennent contact, certaines de manière feutrée, d'autres plus insistantes. Les médias internationaux projettent déjà des récits contrastés, oscillant entre promesses d'Eldorado et scénarios de malédiction des ressources. À l'intérieur du pays, cette montée en tension se traduit par une polarisation rapide du débat public. Les attentes populaires augmentent, les oppositions politiques tentent d'investir le sujet. Les organisations de la société civile réclament des garanties contre la corruption et des engagements clairs sur les retombées locales. Chaque silence est interprété, chaque délai est commenté, le tempo devient un enjeu politique en soi. C'est dans ce contexte que la posture d'Ibrahim Traoré se distingue nettement. Là où l'urgence pourrait justifier des négociations parallèles ou des engagements précipités, il impose une règle simple: pas de contrat immédiat, pas d'ouverture non contrôlée, pas de décision hors cadre. Une commission nationale est chargée d'examiner les implications économiques, sociales et environnementales avant toute discussion contractuelle. Ce choix ralentit volontairement la cadence, mais il évite une fragmentation précoce observée dans d'autres contextes africains. Le point culminant survient lorsque la pression extérieure atteint son maximum. Les sollicitations se multiplient, les projections économiques circulent. Pourtant, la ligne ne bouge pas. La communication reste mesurée, volontairement dépourvue de promesses chiffrées. Cette constance ne dissipe pas les tensions, mais elle en modifie la nature. En fait, les acteurs extérieurs comprennent que la pression directe ne produira pas d'effet immédiat. Puis viennent les premières sites répliques. Et dans les semaines suivantes, le débat se déplace vers la redistribution future, les risques environnementaux et la place des communautés locales. Songandi cesse d'être un événement technique isolé. Il devient une mécanique politique à part entière, qui transforme la découverte brute en épreuve de gouvernance et inscrit le Burkina Faso dans une séquence nouvelle. La lecture de Songandi change radicalement lorsque l'on passe du récit aux chiffres.
le Burkina Faso se trouve confronté à un écart inédit entre son point de départ économique et le potentiel désormais évoqué. Ce passage d'un niveau de départ modeste à un écart massif crée une tension stratégique immédiate. L'État est contraint de penser en termes de gouvernance avant même de penser en termes de revenus. 3 données structurent désormais le débat national et international. La première est celle qui a déclenché l'onde de choc, près de 500 millions de carats. Issue de relevés satellitaires croisés avec des analyses géologiques, cette estimation place Sangandi parmi les formations diamantifères les plus importantes évoquées dans la région. Pour le Burkina Faso, ce volume potentiel modifie instantanément les projections économiques. Il ne s'agit plus d'une ressource marginale, mais d'un actif stratégique susceptible de repositionner le pays dans certaines chaînes de valeur mondiale. Un tel ordre de grandeur attire mécaniquement les intérêts extérieurs et augmente la pression exercée sur les institutions nationales. La deuxième donnée concerne les finances publiques. Des projections internes évoquent une multiplication par 10 des recettes nationales sur 5 ans si l'exploitation atteignait sa pleine capacité. Ce chiffre nourrit un espoir puissant, celui de financer massivement l'éducation, la santé et les infrastructures. Mais il comporte aussi un risque politique évident. Une croissance budgétaire aussi rapide peut fragiliser des institutions encore en consolidation, accentuer les luttes de pouvoir et rendre l'État plus vulnérable aux influences extérieures si les mécanismes de contrôle ne sont pas solidement établis dès le départ. La troisième donnée agit comme un contrepoids essentiel, une réduction potentielle d'environ 40% de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive non maîtrisée. Les premiers rapports environnementaux soulignent la fragilité des écosystèmes sahéliens autour de Sangandi. Une dégradation de cette ampleur aurait des conséquences durables sur l'agriculture locale, les communautés riveraines et l'équilibre social. Ce chiffre rappelle que chaque gain économique projeté comporte un coût écologique réel, souvent irréversible. Ces 3 indicateurs cessent rapidement d'être de simples données techniques. Ils deviennent des repères politiques partagés, circulant dans l'espace public, comme des symboles opposés de promesses et de mise en garde. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré consiste à refuser une lecture isolée des chiffres. Chaque donnée est systématiquement accompagnée d'une analyse sociale, institutionnelle et environnementale. Les chiffres ne décident pas de l'avenir du pays. La manière dont ils sont interprétés et encadrés, oui. 2 lignes cohérentes s'affrontent désormais autour de Sangandi, chacune portée par des arguments rationnels et des inquiétudes légitimes. La première plaide pour une exploitation rapide. Selon ses partisans, un pays confronté à des défis sécuritaires, sociaux et budgétaires aussi lourds ne peut se permettre d'attendre. Une ressource estimée à près de 500 millions de carats représente une occasion historique de dégager rapidement des revenus, de renforcer l'action publique et de réduire la dépendance à l'aide extérieure. Retarder l'exploitation, avance-t-il, risque d'alimenter la frustration populaire et d'ouvrir la voie à des pressions extérieures moins contrôlables. La seconde ligne défend une prudence méthodique. Elle s'appuie sur de nombreux précédents africains où la précipitation a conduit à la corruption, à la capture des revenus par des acteurs privés et à l'affaiblissement durable des institutions. Ces défenseurs rappellent que les capacités techniques et administratives du Burkina Faso restent limitées et que toute ouverture mal encadrée pourrait créer une dépendance structurelle vis-à-vis des multinationales. Ils soulignent également les risques environnementaux, estimant qu'une exploitation trop rapide accentuerait des dommages écologiques déjà difficiles à réparer dans le contexte sahélien. La réfutation ne consiste pas à disqualifier l'un ou l'autre camp, mais à exposer leurs angles morts respectifs. L'exploitation accélérée sous-estime les coûts institutionnels d'un afflux soudain de revenus et la difficulté de les gérer sans cadre solide. La prudence extrême, en revanche, ignore le poids des attentes sociales et le risque qu'un immobilisme prolongé alimente une perte de crédibilité politique. Le débat n'est donc pas binaire mais séquentiel.
C'est dans cet espace intermédiaire que se situe la ligne défendue par Ibrahim Traoré. Sa démarche vise à concilier la nécessité d'avancer avec l'obligation de structurer. Ni ruée incontrôlée, ni gel indéfini. L'accent est mis sur la création de règles avant l'ouverture, sur la transparence des processus et sur la capacité de l'État à rester l'arbitre central. Cette Songandi cesse alors d'être un choix entre vitesse et attente. Il devient un test d'architecture politique, où la question centrale n'est plus exploiter ou non, mais comment avancer sans se fragiliser. Il apparaît clairement lorsque l'on observe ce qui a déjà changé depuis Songandi. La découverte n'a pas seulement attiré des capitaux potentiels ou des regards extérieurs. Elle a modifié la relation entre l'État, la population et le temps politique. Jusqu'ici, le Burkina Faso évoluait le plus souvent dans la réaction, contraint par l'urgence sécuritaire ou budgétaire. Avec Songandi, une fenêtre rare s'ouvre, celle où l'anticipation devient possible avant même le début de l'exploitation. Ce pivot est moins visible que les chiffres ou les annonces, mais il est décisif. La création d'une commission nationale, la temporisation assumée et la priorité donnée à la transparence inversent la dynamique habituelle observée dans les contextes de ressources soudaines. L'État ne court plus derrière l'événement, il tente de le précéder. Cette maîtrise du rythme devient un instrument de pouvoir institutionnel à part entière. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré prend une autre dimension. Sa méthode ne vise pas uniquement à protéger une richesse enfouie, mais à tester la capacité du pays à tenir une ligne cohérente dans la durée. En ralentissant volontairement certaines décisions, il oblige les attentes populaires, les pressions diplomatiques et les intérêts économiques à s'ajuster au cadre national, et non l'inverse. À ce point médian, Songandi cesse d'être une promesse économique abstraite. Il devient un révélateur de maturité politique. Voilà, la question centrale n'est plus combien vaut le gisement, mais qui contrôle le tempo et pour combien de temps. Les effets potentiels de Songandi deviennent pleinement lisibles lorsqu'on les observe à travers des conséquences concrètes réparties entre plusieurs groupes directement concernés. À ce stade, la découverte cesse d'être un objet abstrait pour devenir une question de trajectoire réelle avec des bénéfices possibles, mais aussi des risques spécifiques selon les acteurs impliqués. Pour l'État et les institutions nationales, l'enjeu central est la capacité à transformer un potentiel économique inédit en politique publique stable. Si la gouvernance reste structurée, les revenus issus du gisement pourraient renforcer durablement l'éducation, la santé et les infrastructures, semble aujourd'hui limité par des marges budgétaires étroites. Mais l'inverse demeure plausible. Une mauvaise séquence décisionnelle pourrait affaiblir les contre-pouvoirs, accentuer les luttes internes et rendre l'appareil étatique plus vulnérable aux pressions extérieures. Dans cette perspective, la méthode défendue par Ibrahim Traoré, fondée sur la temporisation et le contrôle institutionnel, vise précisément à éviter que l'État ne soit dépassé par l'événement. Du côté des entreprises et de l'économie nationale, Songandi représente une opportunité de structuration rare. Les secteurs du transport, de la logistique, de la construction et des services techniques pourraient connaître une expansion rapide. Les entreprises locales espèrent intégrer la chaîne de valeur minière, souvent dominée ailleurs par des acteurs étrangers. Toutefois, à titre sans règles claires et sans exigence de contenu local, le risque est élevé que les multinationales captent l'essentiel des bénéfices, reléguant les acteurs nationaux à des rôles secondaires et limitant les retombées durables sur le tissu économique. Pour les populations et les individus, l'impact se joue sur un registre plus fragile. Les familles projettent des améliorations concrètes, accès aux soins, écoles mieux financées, emplois spécialisés pour les jeunes, mais cette attente reste conditionnelle. Toute dissonance entre les discours officiels et les effets visibles pourrait raviver des frustrations profondes. La confiance naissante envers l'État repose sur la cohérence entre les annonces et les décisions effectivement mises en œuvre sur le terrain. Enfin, sur le plan régional et géopolitique, Songandi repositionne le Burkina Faso dans le Sahel. Un pays renforcé économiquement pourrait devenir un pôle de stabilité et d'influence. À l'inverse, une gestion défaillante
ouvrirait des brèches aux ingérences extérieures et accentuerait les rivalités régionales. Dans cette équation, les choix portés par Ibrahim Traoré influencent non seulement l'avenir interne du pays, mais aussi son rôle au-delà de ses frontières. À court et moyen terme, l'évolution de Songandi peut suivre 3 trajectoires distinctes. Aucune n'est écrite d'avance. Toutes dépendent de la capacité des institutions à tenir le cadre annoncé et à absorber des pressions multiples sans rompre l'équilibre fragile entre attentes sociales, contraintes techniques et enjeux géopolitiques. Le premier scénario repose sur une ouverture contrôlée et progressive. Les discussions avec des partenaires extérieurs sont engagées de manière ciblée, sous supervision étatique stricte. Les études techniques avancent, des investissements préparatoires sont lancés et les infrastructures commencent à se structurer sans précipitation. Les tensions persistent, mais elles restent contenues. Ce scénario stabilise la situation sans produire de transformation spectaculaire immédiate. Il exige une discipline administrative constante et une communication claire pour éviter l'emballement des attentes. Le deuxième scénario, plus optimiste, suppose une consolidation rapide de la gouvernance. Les mécanismes de transparence annoncés deviennent effectifs, cadre contractuel publié, audits réguliers, implication visible de la société civile. Les partenaires sont sélectionnés selon des critères stricts, incluant le transfert de compétences et le contrôle national. Les premières retombées sociales deviennent perceptibles, renforçant la confiance publique. Dans cette trajectoire, la méthode défendue par Ibrahim Traoré transforme la découverte en levier de crédibilité institutionnelle au-delà de la seule dimension économique. Le troisième scénario, défavorable, met en lumière les risques d'un décalage prolongé. Les négociations s'enlisent ou se radicalisent. Les attentes populaires augmentent plus vite que les résultats visibles. Des tensions internes émergent autour de la redistribution future, tandis que certaines puissances extérieures cherchent à exploiter les divisions. L'exploitation reste limitée, les bénéfices tardent à se matérialiser, et la déception nourrit un climat d'instabilité politique et sociale. Somme, ces 3 trajectoires convergent vers une même leçon. Le risque principal ne réside pas dans le gisement, mais dans le désalignement entre promesses, rythme décisionnel et capacité réelle. Si les décisions prises aujourd'hui restent cohérentes avec le cadre annoncé, alors Songandi peut devenir un facteur de stabilité. Sinon, il pourrait accentuer des fragilités déjà existantes. Au-delà des projections macroéconomiques et des scénarios institutionnels, Songandi commence déjà à se traduire dans la vie quotidienne, là où se mesure la crédibilité réelle de l'action publique. C'est à ce niveau concret que la découverte cesse d'être abstraite et devient une question d'attente, de perception et de confiance. Pour les familles, l'enjeu est immédiat et pragmatique. Or, beaucoup associent la richesse potentielle à des améliorations tangibles, écoles mieux équipées, centres de santé accessibles, routes praticables toute l'année. Ces attentes ne relèvent pas de l'illusion, mais de manques anciens. Toutefois, elles restent conditionnelles. Les ménages ont vu, ailleurs sur le continent, des promesses minières ne jamais se transformer en service public. Leur confiance dépendra donc de signaux visibles, même modestes, indiquant que la découverte ne reste pas confinée aux discours officiels. Pour les jeunes générations, majoritaires dans la population, Songandi incarne une possible rupture avec un cycle de précarité. Emploi technique, formation spécialisée et opportunités entrepreneuriales nourrissent un imaginaire puissant. Mais cet espoir demeure fragile. Si l'accès aux opportunités est perçu comme inégal ou capté par des acteurs extérieurs, la déception pourrait être rapide et profonde. L'enjeu n'est pas seulement de créer des emplois, mais de rendre lisible le chemin qui y mène. Dans la relation entre citoyens et État, une dynamique nouvelle apparaît. Les consultations publiques, les missions d'information locale et le discours de transparence ont créé un sentiment inédit d'association au processus décisionnel. Cette reconnaissance reste précaire. Elle peut renforcer la cohésion sociale si les engagements se confirment. A l'inverse, un écart prolongé entre parole et action risquerait d'éroder cette confiance naissante, avec des conséquences durables. Dans ce contexte, la méthode d'Ibrahim Traoré agit indirectement sur le quotidien. En privilégiant le cadre et le tempo, elle cherche à éviter une montée d'attente incontrôlée. La réussite ne se mesurera pas seulement en revenus,
mais dans la capacité à transformer une promesse nationale en amélioration perceptible, sans créer de nouvelles fractures sociales. Pour que Songandi devienne une richesse nationale durable, sa gestion doit s'inscrire dans une feuille de route claire, lisible et séquencée. Le défi ne réside pas uniquement dans la quantité de carats potentiellement exploitables, mais dans la capacité des institutions à transformer cette ressource en stabilité politique et sociale à long terme. À ce stade, la méthode compte autant que l'objectif. La première étape consiste à consolider le rôle de la Commission nationale. Celle-ci doit intégrer des experts indépendants, CIDI, des représentants locaux et des compétences techniques capables d'évaluer simultanément les impacts économiques, sociaux et environnementaux. Son mandat est précis, analyser, arbitrer et rendre compte publiquement. Cette transparence structurelle vise à limiter les décisions prises sous pression et à renforcer la confiance collective dans le processus. La deuxième étape porte sur l'encadrement environnemental. Des normes strictes doivent être définies avant toute ouverture opérationnelle, accompagnées d'études d'impact rigoureuses et de mécanismes de suivi continu. Dans un écosystème sahélien fragile, la prévention des dégâts irréversibles devient un critère central de légitimité politique et institutionnelle. La troisième étape concerne la sélection des partenaires. Une ouverture contrôlée peut être bénéfique, aidée à condition d'imposer des clauses claires, transparence contractuelle, audit régulier, transfert de compétences et respect de la souveraineté nationale. L'objectif n'est pas d'exclure les investisseurs, mais d'éviter la capture de la valeur par des acteurs extérieurs. Enfin, une feuille de route crédible suppose un mécanisme d'allocation des revenus orienté vers l'éducation, la santé et les infrastructures, avec des indicateurs de suivi accessibles au public. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré cherche à ancrer la décision dans le temps long afin que la richesse de Songandi se traduise en bénéfices mesurables et partagés. Au fil des semaines, Songandi s'est imposé comme bien plus qu'un site géologique prometteur. Il est devenu un symbole chargé d'attentes, de craintes et de projections collectives. Dans les villages proches du volcan, les conversations reviennent souvent au même point. Cette richesse changera-t-elle réellement le quotidien ou restera-t-elle une promesse lointaine, confisquée par des mécanismes qui échappent aux citoyens ordinaires? Cette interrogation traverse le pays, bien au-delà du périmètre du gisement. La force émotionnelle de Songandi tient précisément à cette tension. Elle réveille des espoirs anciens, nourris par des décennies de frustration économique, tout en rappelant les échecs observés ailleurs, lorsque des ressources abondantes ont renforcé les divisions plutôt que la cohésion. Le pays se trouve face à un miroir. Ce qui s'y reflète n'est pas seulement une richesse enfouie, mais la capacité collective à apprendre du passé. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré incarne une attente particulière. Il ne porte pas la promesse d'une prospérité immédiate, mais celle d'une trajectoire maîtrisée. La patience qu'il impose, parfois perçue comme une retenue excessive, devient ici un choix fondateur. Elle suggère que la véritable victoire ne se mesurera pas en carats extraits, mais en institutions renforcées et en confiance préservée. Songandi ramène ainsi la question essentielle à l'essentiel. Une richesse n'a de valeur que si elle unit plutôt qu'elle ne fracture. Le reste n'est que bruit. Au terme de cette séquence, Songandi apparaît moins comme un destin écrit que comme un espace de choix collectif. La découverte place le Burkina Faso devant une responsabilité partagée où les décisions publiques, les attentes citoyennes et les regards extérieurs s'entrecroisent. Rien n'impose une issue unique. Ce sont les arbitrages, la vigilance et la constance qui donneront un sens durable à cette richesse. Dans cette dynamique, le rôle des citoyens ne se limite pas à l'observation. S'informer, questionner les cadres annoncés, soutenir les initiatives locales et exiger la transparence deviennent des leviers concrets. Les entreprises nationales, la société civile et les jeunes générations peuvent peser en faveur d'une trajectoire qui privilégie l'apprentissage, la redistribution équitable et la protection du long terme. Les partenaires internationaux, eux aussi, sont mis au défi d'accompagner sans capter.
La méthode défendue par Ibrahim Traoré ouvre un espace de débat plutôt qu'un verdict. Elle invite à penser la richesse comme un bien commun à gouverner, non comme une promesse à consommer. Mais la question demeure alors ouverte et elle concerne chacun. Comment transformer une opportunité rare en socle de cohésion sans céder à la précipitation ni à la résignation ?